C'est comme un conte, si vous voulez, où tout s'enchaîne au fur et à mesure, comme dans une charade. D'ailleurs, la scène sera noire. Certains penseront à la caverne de Platon, mais on a le droit d'y penser. On peut être apathique devant l'image, regarder et être juste en état de vide, en fait. Là, on retirait la parole pour que le corps s'exprime par lui-même. Voilà, et nous raconte une histoire. Pas un mot dans ce spectacle. L'écriture se fait en direct sur la scène, et c'est une écriture visuelle et sonore. Enfin, ça va être très complexe parce que la hi-fi, enfin le son comme ça, à ces puissances-là, c'est une des choses les plus embêtantes à mettre en œuvre. Et on a travaillé avec un silence. Un silence. La danse butoh impose le silence, en fait, d'abord pour rechercher en soi-même une écoute. On sait à peu près où on a envie d'aller. Progressivement, le chemin se balise jusqu'à se quadriller. Les images et les sons, parce que les sons sont en liberté, les images et les sons, c'est eux qui vont faire toutes sortes de stimuli qui vont être envoyés au spectateur qui est chargé de faire le sens qu'il a envie. Parce qu'à la fois nous sommes faits de ces images aujourd'hui, on en consomme, et en même temps on essaie d'y résister. Le théâtre est un endroit fabuleux de l'illusion, de la virtualité, des nouvelles perceptions qu'ont les spectateurs. Le but est d'abolir la frontière entre la scène et le spectateur et de travailler sur l'intimité propre du spectateur. Dans le mensonge parfait du spectacle, qui suit qui, c'est autre chose. On voit en même temps ici que je suis toujours intéressé par le mystère de la poule et l'œuf. Dans tout ce que j'ai fabriqué, je l'ai mis une fois. J'ai essayé de le résoudre une fois en vidéo, mais ça ne suffisait pas. Mais j'aimerais plus parler historiquement dans l'histoire de l'art. On ne parle pas de chimie, on parle plus d'alchimie. Je pense que l'art, en fait, c'est une question. Être dans la question. Être dans la question. Le plateau, le spectacle vivant, l'espace théâtral permet cela. Parfois, il y a très peu de choses sur le plateau. C'est juste une main, un regard, qui est pris en relais par une lumière. Et c'est là, dans ces prises de relais, que le spectateur fait son choix. Grateful Vanity, alors c'est une vanité. Avec Rodelius, quand on lui a raconté le projet, je crois qu'il a apprécié le nom, l'idée. C'est pas neutre en fait, la voix qui parle, enfin la tête qui parle n'est pas totalement neutre. C'est un acteur en quelque sorte. C'est ce côté un peu vaniteux aussi de mettre tout le pouvoir possible pour que le son soit le plus beau et le plus impressionnant possible. Ce qui m'intéresse dans une œuvre d'art, c'est qu'il y a un avant et un après cette œuvre et qu'on soit changé. C'est un peu ambitieux. Pour l'instant, là, ce que j'ai mis là n'a aucun sens et ne doit avoir aucun sens. Le sens de l'histoire, on va le construire avec toute l'équipe. Avec Damien, on a fait un travail sur ce qu'on pourrait appeler une trilogie romaine qui est liée à son histoire avec ces trois artistes. Calvino lui a présenté Fellini en 83 lors du tournage d'Ella Naveva. Ils ont mangé des pâtes ensemble dans une petite cuisine qui était au-dessus du studio Cinque. Et puis, bien sûr, Damien aimait beaucoup l'œuvre de Fellini aussi. Et Fellini était un proche de Balthus. Je pense pas que Balthus, enfin en tout cas, ils se connaissaient. Et Balthus n'aurait jamais accepté s'il n'y avait pas eu cette amitié professionnelle entre Damien Pettigrew et Fellini. Ça va? Vous voulez que j'avance un pied? Oui, je posais, mais ça m'ennuyait à crever.
Alors la montagne, c'est le plus grand tableau de Balthus. Je crois que faire un film sur un peintre et d'essayer de traduire, de rendre à l'image audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle la peinture est certainement quasi impossible. Et Balthus, qui a toujours voulu garder sa vision d'enfant, sa vision directe, aborde la montagne à l'aplomb. On travaille sur une œuvre picturale. Le médium du cinéma se prête à ça. On a opté pour tourner les œuvres en 35 mm, contrairement au film qui était, lui, tourné en Super 16. Vous allez me dire, c'est très peu visible, mais c'est sensible. Et c'est ce qui fait que ce film, parmi d'autres, respecte énormément la matière, le rendu, tant colorimétrique d'étoiles que de la lumière. C'est-à-dire que l'œuvre elle-même est mieux traitée que notre film. À la fois, le danseur raconte ses histoires, il l'est. Le plasticien manipule le plateau, se montre aussi dans un certain état, ici nu. Et moi, sur le côté, là, qui capte le son et l'augmente, transforme le son. Un état de vide où, là, cette fois-ci, c'est le spectateur qui va chercher, plus que l'image va à lui, va chercher les détails et se fait sa propre interprétation, en fait. Les nouvelles technologies, avant tout, c'est comme un fantôme. C'est vraiment ce qu'on s'est dit avec sur la dramaturge, mais aussi avec le créateur vidéo, c'est que les nouvelles technologies ne doivent pas se voir. Elles sont d'abord, avant tout, une action sur l'esprit. Le premier contact que j'ai avec l'image, c'est le vide et le plein, en fait. C'est l'image qui nous remplit et qui nous vide. Oui, on ne prend pas le spectateur pour un imbécile, justement, c'est ça. Et nous aussi, on ne travaille pas de façon imbécile. Au risque de se perdre soi-même, on travaille sur des parcours sensibles, sur un parcours qui est collectif, ce qui parfois nous perd complètement, nous permet de nous retrouver à d'autres endroits. Il y a des moments où, dans la création, où tout converge, des moments où personne ne se comprend. C'est les aléas et les enjeux de la création. Un film sur Balthus, ça paraît évident, un film sur Fellini, ça paraît évident, mais ce sont des objets qui ne sont pas formatés comme vous avez pu le découvrir ou comme vous le découvrirez. Sto girando un film. Mi sono affatto preparato. Italo, va bene così, eh? Ah, grazie. Entre Calvino et Pettigrew, où il y avait un jeu de faire un film dans le film, en fait. Come dovrei fare questo film? Essere un one-man show? Come un uomo privo di una gamba che partecipa a un concorso di calcio in culo? C'est une fiction qui reproduit du documentaire. Donc c'était osé, mais c'est une fiction qui reproduit du documentaire, et du documentaire sur et avec un artiste qui ferait lui-même son autobiographie filmée. C'est une histoire vraie. Je vais vous la raconter en 2 secondes. Algo, ça c'est son nom de scène, hein, était peintre. Et il adorait les couleurs, et son atelier était devenu une véritable caverne aux images, c'était très connu. Un matin, je ne sais pas à quel moment, mais un matin, il arrive dans son atelier, toutes les toiles sont devenues blanches. Alors vous pensez que lui, il est devenu blanc aussi, il se sentait pas bien, il était désespéré. Qu'était devenue la couleur, qu'étaient devenues les peintures. Alors, il va se passer des choses. Vous voyez, les storyboards sont très fournis, etc. Qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, dans la salle, il y a des moustiques, il y a des oiseaux. Il y a des moustiques, par exemple, qui deviennent acteurs à part entière. Comment on va les attraper? Comment Algo va-t-il les dompter? Et les moustiques attaquent comme des escadrons, véritablement, paf, quitte à le mettre par terre. L'impact, c'est quoi? Le moustique s'est écrasé, c'est rouge.
Alors on dit là, arrive sur scène le rouge, la couleur rouge. Et peut arriver la couleur jaune, ça c'est les acteurs suivants. Et puis la couleur verte. Et puis tout ça peut donner une harmonie dans le grand carré magique. Alors le carré magique devient un carré de couleurs. Et imaginez Rythmo, avec une simple manivelle, qui rentre dans le carré magique, il fait tourner toutes les couleurs. Et l'orgue de Barbarie commence à tourner. Soudain, il y a un chœur, on le voit ici. L'idée de faire un diffuseur qui soit en forme de crâne, ça me paraît pas aberrant par rapport au son, puisque finalement le récepteur est aussi un crâne. Enfin, c'est-à-dire que notre tête, c'est là-dedans qu'on a nos oreilles, et après tout, c'est peut-être pas complètement idiot de voir quelque chose qui soit un speaker qui ressemble à une tête, puisqu'on doit... Pourquoi pas? Et être en face d'un crâne, c'est être en face de quelque chose qui a vécu, qui a eu une existence, et c'est ça qui est troublant, et donc qui est déjà chargé d'un passé. Donc créer un objet aujourd'hui, il est créé, mais immédiatement on a cette sensation qu'il a toujours été là, ou qu'il est là depuis bien plus longtemps. Par exemple, il se retrouve au milieu d'autres artistes dans la liste du manager qui s'occupe de faire tourner des artistes musique, et il les propose comme un spectacle. Donc nous, ça nous amuse énormément qu'une œuvre, qu'on pense nous être une œuvre, arrive aussi à être pas juste dans un circuit dédié aux œuvres, et que justement elle aille dans la vraie vie. Il y a un cœur qui reste. Qu'est-ce qu'inspire le cœur? Il bat. S'il bat beaucoup, il inspire l'amour. Il va se passer quelque chose. Simultanément, on vient de trouver une bouteille à la mer, sur scène. On débouche la bouteille, un djinn apparaît. Nous voilà dans une ambiance des mille et une nuits. Alors, quand le djinn est là, son cœur bat énormément, mais le cœur de Rythmo, réel, il bat aussi, va arriver Sherazade. Alors là, il y a une histoire d'amour qui va se mettre en place. Le djinn est amoureux de Sherazade, image virtuelle, le djinn, image virtuelle, mais Rythmo, acteur réel, a le cœur qui bat. Vous imaginez le mélodrame que ça va faire. Alors ce passage entre la vie et la mort est un prétexte beaucoup à créer et à stimuler nos imaginaires. Il n'y a rien d'ésotérique dans notre démarche. C'est surtout une façon d'éveiller le spectateur et de le mettre lui-même dans un état de perception très particulier. Donc on travaille beaucoup sur des seuils de perception, sur l'obscurité, sur ce qu'on distingue, sur ce qu'on imagine, sur des seuils de son, qu'ils soient extrêmement forts ou extrêmement faibles. Et on a envie de travailler sur un état d'intériorité du spectateur qui est accru du fait qu'il lui cherche comme ça, lui cherche ses repères, lui a les pupilles dilatées comme ça pour capter tout ce qui vient. Le chemin se balise jusqu'à se quadriller, jusqu'à devenir une partition, jusqu'à éclater cette partition dans un deuxième temps pour relibérer le danseur. Donc tous les moyens sont bons pour l'absorber. On self-cristallise justement ces deux opposés. Ce tunnel machine, ce tunnel numérique, ce tunnel froid, absolu, et ce corps à l'intérieur qui du coup se révèle par son organicité et par son existence et par sa perdition quelque part à l'intérieur de cet espace. Je crois que quelque part on parle du monde à travers ce tunnel blanc. En tout cas, moi je m'y projette. Voilà. Qui veut rêver, vient voir. En tout cas, c'est la première fois où l'image, ma pratique de l'image, se croise à la pratique du corps, en fait. Kaiju, c'est ça aussi. L'expérience de Kaiju, c'est qu'est-ce qu'il y a comme image dans le ventre, en fait, dans notre ego, en fait. Dans la mythologie japonaise, en fait, le seibuku, en fait. C'est quand on s'ouvre le ventre, c'est le harakiri, de manière plus vulgaire, c'est on s'ouvre le ventre et les tripes sortent.
Parce que dans la mythologie japonaise, les tripes, c'est l'âme. C'est là que l'intérieur, en fait. Hiroshima, la bombe nucléaire est tombée, pouf. Et après ça, des artistes, oui, non. Des hommes ont essayé de danser, se sont posé la question, comment je peux danser après ça? Et quelque part, dans Kaiju, je me dis, comment on peut danser après tout ça, toute cette fluctuation d'horreur, en fait. En écoutant cette musique et en regardant Grateful Vanity, c'est comme un film, on imagine une histoire et beaucoup de gens m'ont fait cette réflexion. Je pensais que c'était peut-être juste moi qui réagissais comme ça, mais beaucoup de gens me disent on imagine des tas de choses, on pense à une vie, à une histoire, ça croise des images vues, des choses. Enfin bon, chacun peut après faire son film. C'est que parfois les images vont partir dans la salle parmi les spectateurs et on va aller les chercher. Peut-être dans leur poche, dans le col de leur chemise, etc. Les images ne sont pas dociles. Elles ne m'obéissent pas. Et toi, plus intrépide et plus légère, comme une aile d'oiseau, vous voyez? C'est assez lyrique, oui. Voilà. Jean Giraud a un double avec qui il vit depuis longtemps maintenant, qui s'appelle Möbius. Comme un vertige, tu volais du haut des marches, m'entraînant d'un pas rapide à travers les lilas, vers ton empire, là-bas, de l'autre côté de la glace. Il a conçu certains textes, donc il a vraiment participé à l'élaboration de ce film. Le futur sera de plus en plus lié aux technologies de l'infiniment petit. Les nanotechnologies sont une opportunité esthétique pour les artistes. Je pense que je voudrais que le public puisse partir avec beaucoup de questionnements de cette exposition. Le fin mot de la philosophie du spectacle, c'est que parfois, il faut savoir appeler un chat un chien.